RFI Radio France Internationale, il est 6h30 ici à Paris, 4h30 en temps universel. Xavier Besson. Bonjour à tous. L'actualité africaine et la République démocratique du Congo se contretemps dans le dialogue politique. Hier, la partie de l'opposition qui avait accepté d'y participer, notamment l'UNC de Vital Kamerhe, a choisi de suspendre sa participation. Des opposants qui demandent que soit respectée la résolution 2277 des Nations Unies et la priorité donnée à l'organisation de l'élection présidentielle et des législatives. Dans ce journal également, un portrait de Marie-Madeleine Borantsuo. Elle est la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon et donc l'une des personnalités les plus importantes du pays, la Cour qui a encore 10 jours pour se prononcer sur les recours déposés après l'élection présidentielle du 27 août. Et puis l'Afrique du Sud, avec des doutes après l'annonce de la présidence qui assure que le chef de l'État Jacob Zuma a bien remboursé une partie des travaux engagés avec de l'argent public sur sa résidence privée. Les positions semblent ce matin inconciliables en République démocratique du Congo. L'opposition, qui avait choisi de prendre part au dialogue politique, a décidé hier de suspendre sa participation. Il s'agit notamment de l'UNC de Vital Kamerhe, qui réclame que la priorité soit donnée à la présidentielle, à l'élection présidentielle, conformément à la résolution 2277 des Nations Unies, alors que la majorité présidentielle souhaiterait, elle, que des élections locales soient organisées d'abord. À Kinshasa, Sonia Rollet. Le chef de la délégation de l'opposition, Vital Kamerhe, en a appelé à la communauté internationale, rappelant que le Conseil de sécurité avait donné la priorité aux législatives et surtout à la présidentielle. C'est l'une des dispositions de la résolution 2277, résolution que le groupe de soutien, la facilitation de l'Union africaine et même les participants au dialogue à travers leur feuille de route consensuelle ont promis de respecter. L'affaire amuse l'une des personnalités, c'est l'une des composantes de ce dialogue. La communauté internationale va-t-elle violer sa propre résolution ? C'est la crédibilité de la facilitation et surtout du groupe de soutien qui est en jeu, souligne-t-elle. Eux qui, selon cette personnalité, ont accepté de soutenir un dialogue pas vraiment inclusif, sans l'environnement requis en termes d'ouverture de l'espace démocratique et qui depuis pousse tous les acteurs à rejoindre ce dialogue tout en sachant qu'il va violer la Constitution. Et la question posée en ces termes embarrasse bien des membres du groupe de soutien qui se disaient mal à l'aise hier et attendaient avec impatience de pouvoir rencontrer le facilitateur Edem Kojo et d'en savoir plus sur l'avancée de ces consultations. Mais pour la majorité, en tout cas, c'est un faux problème. La résolution 2277 ne fait que des recommandations et n'est pas au-dessus de la souveraineté nationale et donc des conclusions du dialogue national. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. La RDC ou la coalition d'opposition G7 qui ne prend pas part au dialogue estime que c'est une nouvelle preuve que la décrispation politique n'est pas de mise dans le pays. La mairie de la ville de Kolwezi vient d'interdire le meeting que les opposants voulaient y tenir ce week-end. Les autorités qui avancent que le G7 ne remplirait pas les conditions légales requises pour exister en tant que plateforme politique. Tandis qu'au Sud Kivu, le mouvement citoyen La Lucha a organisé un sit-in devant l'évêché, rassemblement pour protester contre le rôle de l'Église catholique dans le maintien de la prime payée par les parents d'élèves en complément ou en remplacement du salaire des enseignants. La mission de l'ONU en RDC, elle s'inquiète du nombre croissant de Sud-Soudanais qui trouvent refuge dans le nord-est congolais et des civils et des combattants qui se trouvent désormais dans le parc national de la Garamba à la frontière des deux pays. Et la MONUSCO a décidé de leur porter une assistance humanitaire. David Bachet. Plus de 600 Sud-Soudanais ont déjà été évacués du parc de la Garamba et 134 attendent toujours d'être secourus, selon la MONUSCO. Il s'agit en fait de civils et de combattants fidèles à l'ex-vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar. Au mois de juillet, des combats les avaient opposés aux troupes gouvernementales, combats dont ils sont ressortis vaincus. Charles Bambara, porte-parole de la MONUSCO. Nous n'avons pas fait le décompte exact des parts de civils et de militaires. Beaucoup de ces personnes étaient dans un état sanitaire déplorable, étaient dans une situation nutritionnelle déplorable. Et en accord avec le gouvernement de la RDC, nous avons donc essayé de porter assistance à ces personnes-là. Ils sont à l'heure actuelle en situation d'assistance ou de soins.
Les Sud-Soudanais secourus par la MONUSCO ont été répartis sur plusieurs sites en RDC. La mission onusienne en appelle aujourd'hui aux autorités congolaises et aux institutions sous-régionales pour trouver une solution pérenne à leur sujet. Le mois dernier, l'ex-vice-président du Soudan du Sud avait lui-même été secouru par la MONUSCO, puis remis aux autorités de Kinshasa. Le Soudan du Sud avait alors dénoncé une machination secrète de la RDC. Depuis, Riek Machar a trouvé refuge à Khartoum, au Soudan. Et puis c'est un rapport de la fondation créée par l'acteur américain George Clooney. Il dénonce l'enrichissement des principaux acteurs du conflit sud-soudanais ces dernières années, notamment le président Salva Kiir et l'ancien vice-président Riek Machar et leurs entourages. Rapport qui regrette aussi l'impunité dont jouissent les acteurs de cette guerre. C'est l'institution et la personnalité qui seront les plus scrutées pendant les 2 prochaines semaines au Gabon. La Cour constitutionnelle et sa présidente, Marie-Madeleine Boransuo. La Cour qui a jusqu'au vendredi 23 septembre pour se prononcer sur les recours déposés après la réélection annoncée d'Ali Bongo après la présidentielle du 27 août dernier. Réélection contestée notamment par le principal opposant Jean Ping. Alors, qui est Marie-Madeleine Boransuo, l'ancienne maîtresse du père d'Ali Bongo, l'ancien président Omar Bongo? Son portrait avec Jean-Jacques Louarn. Ce n'est pas faire offense à Marie-Madeleine Boransuo de rappeler ici ce qui est sur la place publique à Libreville. Elle a été la maîtresse d'El Hadj Omar Bongo, avec qui elle a eu 3 enfants. Ali Bongo est donc le demi-frère de ses 3 enfants. Jean Ping, lui, pour rappel, est l'ancien compagnon de Pascaline, la fille aînée d'Omar Bongo. Ali Bongo et Jean Ping, 2 anciens beaux-frères. L'ambassadeur américain au Gabon a eu ce mot. Ici, à Libreville, c'est Dallas. Marie-Madeleine Boransuo est une femme de tête, d'expérience, bardée de diplômes français. Brillante juriste, elle devient la patronne de la Cour constitutionnelle en 98. La Cour, dit Jean Ping, c'est la tour de Pise. Elle penche toujours du côté du pouvoir. Lors des élections de 2009, la Cour avait rejeté les 11 requêtes en annulation déposées par l'opposition. Nous étions là dans une succession de père en fils, dit un politologue, synonyme de stabilité et de continuité. Paris voyait cela d'un bon œil. Mais 2016 n'est pas 2009. Le PDG est affaibli. De nombreux anciens caciques ont claqué la porte du parti et la communauté internationale demande impartialité et transparence à la Cour. Cette femme est l'homme le plus puissant du Gabon. Même le palais craint ses décisions, déclare un diplomate. Et par ailleurs, le parquet de Libreville confirme la détention provisoire de 70 personnes et la remise en liberté de 272 autres après un simple rappel à la loi. Des personnes qui avaient été arrêtées après l'annonce des résultats de la présidentielle par la commission électorale. Les 70 prévenus sont accusés de pillage et de destruction de biens publics et privés. 39 d'entre eux sont par ailleurs également accusés d'incendie volontaire. Une annonce, mais des doutes aussi en Afrique du Sud. La présidence de la République a fait savoir hier que le chef de l'État, Jacob Zuma, s'était bien plié à la décision de la Cour constitutionnelle et avait remboursé une partie des dépenses publiques engagées pour rénover sa résidence privée de Nkandla. Une affaire qui traîne depuis des années et sur les 20 millions d'euros engagés, le président sud-africain en a remboursé 500 000. Mais aujourd'hui, certains ont des doutes et l'opposition réclame des preuves. À Johannesburg, Alexandra Branjon. Pour l'opposition, c'est une victoire contre l'impunité. Des années de bras de fer et de bataille judiciaire pour que le président Zuma soit reconnu responsable. Il y a 2 ans, la médiatrice de la République avait conclu que le président avait indûment bénéficié de travaux tels une piscine, un amphithéâtre aux frais du contribuable et demandé qu'il rembourse une partie de l'argent. L'affaire est allée jusqu'à la Cour constitutionnelle qui a ordonné au chef de l'État de personnellement rembourser une partie des coûts. Selon la présidence, près d'1 demi-million d'euros ont été versés via un prêt bancaire. Mais l'opposition demande désormais des preuves. Mabine Seabe, porte-parole de l'Alliance démocratique. Nous demandons que le président apporte la preuve au Parlement qu'il a contracté un prêt pour rembourser cet argent, car dans le passé, le président s'est souvent reposé sur un cercle de fidèles pour rembourser des dettes qu'il avait. Hier soir, plusieurs analystes financiers émettaient des doutes sur le prêt en question. Comment une personne de 74 ans peut-elle obtenir un prêt sur 20 ans en remboursant chaque mois plus de la moitié de son salaire? Alexandra Branchon, Johannesburg, RFI. La région de Johannesburg, où des opérations de secours viennent d'être suspendues par le ministère des Mines après un incendie. Il s'agit en fait de venir en aide à des mineurs illégaux qui sont bloqués depuis une semaine dans ce qui est la plus ancienne mine d'or du pays. D'après
D'après les survivants, 16 personnes sont encore bloquées sous terre et certains des mineurs seraient morts. Un nouvel appel à manifester au Zimbabwe. Il émane de l'opposition du parti MDC. Appel à manifester ce samedi dans tout le pays pour obtenir des réformes du code électoral. La semaine dernière, la justice a levé l'interdiction de manifester qui avait été prise par la police à Harare, la capitale du Zimbabwe, et qui courait sur 2 semaines. Et ce week-end, le président zimbabwéen Robert Mugabe a de nouveau prévenu les opposants qu'il jouait, dit-il, un jeu dangereux. Il a parlé de guerre et accusé les partis d'opposition de chercher à semer le chaos. C'est une piste à Madagascar, une piste pour aider au développement du pays, celle de réussir à mobiliser la diaspora malgache. Il y a 1 an, un service spécifique a même été créé au sein du ministère des Affaires étrangères à Antananarive. Et ce service vient d'achever une étude sur la diaspora malgache installée en France. Numériquement, c'est la plus nombreuse. Ils y seraient entre 100 000 et 140 000 malgaches, binationaux, français d'origine malgache ou même chinois malgaches et indiens malgaches. Tous ceux, en fait, qui ont envie de maintenir un lien avec la Grande Île ont été comptés et leurs aspirations envers Madagascar ont été étudiées. Jeanne Richard. Une diaspora plutôt féminine, avec un niveau d'études supérieur à la moyenne française, tournée vers les services et l'entrepreneuriat et qui est en quête de ses racines. Voilà dans les grandes lignes les résultats de l'étude sur la diaspora malgache en France. Surtout, 87% des sondés souhaitent contribuer au développement du pays. Lantra Zarizaf, directeur de la diaspora au ministère des Affaires étrangères, note toutefois une certaine réticence. Méfiance envers la corruption, méfiance envers l'État, envers le gouvernement. Et ils sont réticents aussi parce qu'ils ne connaissent pas les opportunités, les démarches à suivre. Mais malgré cette réticence, il y a cette volonté. Il s'agit donc de renforcer le dialogue, guider ceux qui souhaitent s'investir, encourager et coordonner les actions, avec à moyen terme la mise en place d'une réelle politique de développement économique. L'objectif est de mobiliser et d'appuyer la diaspora malgache pour favoriser leur participation au développement du pays. Prochaine étape, réaliser ce type d'études dans d'autres pays où la diaspora malgache est forte, comme au Canada par exemple, et mettre en place de premiers projets pour inciter les jeunes à retisser des liens avec la Grande Île. Jeanne Richard, Antananarivo, RFI. On parle maintenant des Seychelles avec un retour politique fracassant, retour de l'opposition à l'Assemblée, opposition qui avait boycotté le scrutin législatif de 2011 et qui vient de remporter les élections qui se sont tenues la semaine dernière. Aux Seychelles, cet archipel de l'océan Indien, le Parlement compte 25 sièges et 15 viennent d'être remportés par la coalition d'opposition, l'Union démocratique seychelloise. 10 seulement reviennent au LEPEP, le parti du président James Michel, pourtant réélu au mois de décembre. Explication, Léonard Vincent. On s'achemine donc vers une cohabitation aux Seychelles, une cohabitation entre d'un côté un parlement désormais dominé par une opposition hétéroclite, faite d'ennemis d'hier et d'opposants de toujours, et de l'autre côté un parti dirigé par un président qui a multiplié les signes d'apaisement envers l'opposition depuis quelques années, mais qui est désormais minoritaire. Le peuple a parlé, a réagi le président James Michel à l'annonce des résultats, tandis que de son côté, l'opposant historique Roger Mancienne a souligné que c'était la première fois dans l'histoire du pays que l'opposition assumait des responsabilités d'une des branches du gouvernement. Tous deux ont appelé leurs partisans à accueillir les résultats dans le calme. Et c'est sans incident que l'opposition a fêté sa victoire lundi dans les rues de Victoria, la minuscule capitale du pays. Jusqu'à récemment, la vie politique aux Seychelles était empreinte de défiance et parfois de détestation après les années de dictature sous l'ancien président France-Albert René. Hormis l'ancien chef d'État, désormais retraité et qui est maintenu à l'écart de la vie publique, le personnel politique, majorité et opposition confondus, est pourtant toujours le même depuis cette époque. Léonard Vincent, Victoria, où il est 8h44, 6h44 ici à Paris. Afrique Matin sur RFI. Xavier Besson. Que disent ce matin les journaux du continent africain? On voit cela dans 5 minutes. Ce sera la revue de presse avec Frédéric Couteau. Mais avant cela, c'est notre invité. On parle du Congo-Brazzaville. Et l'on parle de la question des prisonniers politiques. D'après plusieurs organisations de la société civile et des partis politiques, il y a bien des prisonniers politiques au Congo-Brazzaville.
Des organisations qui ont déposé un rapport très fourni le mois dernier auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Un document supervisé par Maurice Massengo Thiassé, le deuxième vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme du Congo-Brazzaville. Alors qu'il doit assister aujourd'hui à l'ouverture de la 33e session du Conseil, il répond ce matin aux questions de Christophe Boisbouvier. Maître Massengo Thiassé, bonjour. Bonjour. Dans votre rapport envoyé au Conseil des droits de l'homme à Genève, vous citez les noms de quelques 80 prisonniers politiques au Congo-Brazzaville. Le pouvoir affirme qu'il s'agit de personnes qui ont enfreint la loi et porté atteinte à l'ordre public. Qu'est-ce qui vous permet de dire que ce sont des prisonniers politiques? Non, mais ce sont bien des prisonniers politiques dans la mesure où ce sont des responsables des partis politiques. On était en période de pré-campagne. D'abord, le peuple a protesté contre une décision, celle de changer la Constitution. Ça, c'était en octobre 2015. Oui, c'est ça justement. Mais les arrestations ont commencé même en amont, donc bien avant. Les premières arrestations, c'était les hommes de Boukadia qui avaient fait une réunion pour dire tout simplement on ne peut pas modifier la Constitution. Modeste Boukadia. Et ensuite, il y a eu les personnalités qui ont été arrêtées chez le président Clément Nyirassa. Et après les différents meetings, on a procédé aux rafles dans des quartiers. Et ceux-là, les gens qu'on a pris, c'était des militants reconnus de certains partis politiques ou de la société civile. Donc ce sont des prisonniers politiques. Alors l'un des plus anciens prisonniers que vous citez dans ce rapport, c'est Paulin Makaya, le président du Parti Uni pour le Congo, qui a été arrêté dès le 23 novembre 2015. Il a été condamné le 25 juillet dernier à 2 ans de prison ferme pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Pourquoi dénoncez-vous cette condamnation? Mais on la dénonce justement parce que c'est quelque chose qui a été fabriqué. Paulin Makaya, il mobilisait pas mal de monde. Il disait non au changement de la Constitution. Il était dans le collimateur du pouvoir. Oui, il était dans le collimateur, comme tout le monde. Mais pourquoi lui plus qu'un autre, puisqu'il n'a pas été le seul homme politique à protester contre la réforme constitutionnelle? Non, mais parce que lui, il était très en vue. Il venait de l'Europe, de Londres, et par rapport aux partis traditionnels qui étaient sur place, qui sont souvent mis en cause par les militants parce qu'ils sont inféodés un peu au pouvoir, ils sont plus ou moins corrompus. Lui, il est arrivé, comme on dit, avec des mains propres. Donc, il a été beaucoup suivi par la jeunesse. Donc, il pouvait faire peur au régime? Oui, il faisait peur au régime, comme par la suite, le général Mokoko, lorsqu'il est rentré en février. On sait très bien que ceux qui viennent de l'extérieur, ils apportent beaucoup plus d'espoir aux Congolais qui sont sur place. Autre prisonnier politique dans votre rapport, Jacques Banagant-Zala. Il était conseiller du candidat André Okombi-Salissa. Il a été arrêté le 28 mars dernier et vous êtes très inquiet à son sujet. Oui, je suis très inquiet parce que d'abord, de un, il est très malade. C'est quelqu'un qui a contribué justement à une très bonne loi sur la presse au moment où il a occupé les fonctions de président du Conseil supérieur à la liberté de communication. Sa vie est en danger. C'est quelqu'un qui souffre. Il faudrait qu'il sorte de la prison. Ça sert pas de garder un homme comme ça, tout juste pour le prendre en otage ou parce qu'il est sorti du Parti congolais du travail. C'est des gens courageux. Alors évidemment, parmi ces prisonniers, le plus connu est le général Mokoko lui-même qui, comme chacun sait, s'est présenté contre Denis Sassou Nguesso le 20 mars dernier et qui a été arrêté le 14 juin. Vous dites que c'est un prisonnier politique, mais les autorités semblent l'accuser d'avoir voulu faire un putsch, puisqu'il est inculpé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Est-ce qu'eux, ils peuvent le démontrer? On voulait tout juste faire taire Mokoko, parce que s'il avait accepté la victoire du président Sassou, il n'allait pas avoir ses ennuis. On l'a arrêté pour faire peur aux gens. Lorsque on veut mettre en difficulté un adversaire, on le traite de fomenter un coup d'État. Dans le camp du général Mokoko, votre rapport met aussi en exergue 2 de ses collaborateurs les plus proches qui sont actuellement en prison. Le coordonnateur de campagne Anatole Libongo Ngoka et un autre de ses adjoints, Jean Ngwabi Akonjo, sur lequel vous avez des nouvelles alarmantes? Oui, bien sûr. Nous avons des nouvelles alarmantes sur la santé de Jean Ngwabi. Il a perdu sa vue. Pendant sa détention? Pendant sa détention, justement, c'était quelqu'un qui était bien portant et qui faisait partie du noyau de campagne du général Jean-Marie Michel Mokoko. Et c'est lui qui a été le premier arrêté au moment où il voulait ramener les procès-verbaux du candidat Mokoko. Il a été arrêté le 25 mars. Oui, il a été arrêté le 25 mars parce qu'il était dans la partie nord du Congo. Et lorsqu'il a été arrêté, on lui a confisqué tous les résultats qu'il avait parce que les résultats en sa possession démontraient bien que même dans la partie nord, le président Sassou n'avait même pas eu
ne fût-ce que 10%. Autre opposant qui risque gros, le pasteur Mtoumi, l'homme le plus influent du Pool, au sud de Brazzaville. Alors lui, il n'a pas été arrêté, il est pourchassé, mais est-ce que plusieurs de ses partisans sont prisonniers aujourd'hui? Oui, lorsqu'il y a eu les premiers bombardements dans le Pool, on a arrêté beaucoup de jeunes qui sont même pas des partisans du pasteur Mtoumi, qui sont uniquement des jeunes en âge peut-être de tenir des armes, qu'on a arrêtés massivement. Et d'autres sont portés disparus. C'est pour ça que nous qui avons déjà certains éléments, nous nous apprêtons justement à les déposer aux instances internationales, le Conseil des droits de l'homme et également à la Cour pénale internationale qui doit ouvrir une procédure parce qu'aujourd'hui, la Cour pénale internationale ne dépend pas forcément dans les procédures des Nations Unies. C'est une organisation indépendante qui peut se saisir et également ouvrir une information judiciaire. Pour l'instant, c'est devant le Conseil des droits de l'homme que vous allez. Voilà déjà un mois que votre rapport a été déposé, mais il ne sera pas examiné avant, au plus tôt, le mois de mars 2017. Oui. Est-ce que tout ça ne prend pas trop de temps? Oui, mais il y a une instruction. Il faut que le pouvoir aussi s'exprime, se justifie. Donc, c'est tout à fait normal que ça prenne du temps. Mais entre-temps, la communauté internationale est au courant des faits graves, des violations des droits de l'homme, des abus qui se sont déroulés au Congo. Maître Massengo Thiassé, merci. Maurice Massengo Thiassé, le deuxième vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme du Congo-Brazzaville, l'invité ce matin de Christophe Boisbouvier. L'essentiel de l'actualité internationale de ce mardi 13 septembre en Syrie, la trêve initiée par la Russie et les États-Unis est entrée en vigueur hier dans l'après-midi et pour 7 jours. L'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, fait état d'une accalmie sur tous les fronts, surtout dans les régions de Damas, d'Alep et d'Idleb. Le cessez-le-feu concerne en tout cas toutes les régions à l'exception de celles où le groupe État islamique et le front Fateh al-Sham sont présents. Le chef de la diplomatie américaine parle d'une dernière chance pour sauver la Syrie. Aux États-Unis, Hillary Clinton, soignée pour une pneumonie, compte reprendre sa campagne cette semaine. La candidate démocrate affirme qu'elle aurait dû prendre du repos plus tôt, soulignant avoir ignoré les conseils de ses médecins. Son équipe a pour sa part regretté de ne pas avoir divulgué plus rapidement qu'elle souffrait d'une pneumonie alors que le diagnostic était établi dès vendredi. Et puis, le président français est en Roumanie, François Hollande, où il entame une visite d'État d'une journée accompagnée d'une vingtaine de dirigeants d'entreprise. Le président français qui sera accueilli officiellement ce matin par son homologue roumain. Frédéric Couteau, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à tous. La revue de presse des journaux africains. À la une ce matin, la fête du mouton. C'est un dessin du caricaturiste Dilem dans le quotidien Liberté à Alger. Un dessin intitulé « Les Algériens fêtent l'Aïd el-Kébir ». On y voit un homme, l'air désespéré, demander à un vendeur de moutons qui tient son animal en laisse « C'est combien pour la corde ?» Comme chaque année, les temps sont durs, que ce soit à Alger, Libreville, Dakar ou encore Ouaga. Pas facile pour les plus modestes de se procurer un mouton. Exemple au Mali, rapporte le site Studio Tamani. Un peu partout dans le pays, les consommateurs disent avoir des difficultés pour s'approvisionner avec les produits de leur choix en raison des prix. Les commerçants de Bamako, quant à eux, dénoncent l'opération de déguerpissement qui serait à l'origine des réticences des clients. À cela s'ajoute, selon eux, le contexte économique difficile du pays ainsi que l'hivernage. Pourtant, Frédéric, des moutons, il y en a pour tous les prix. Entre 30 000 et 300 000 francs CFA, s'il faut en croire le quotidien Le Pays au Burkina. Mais les temps sont durs aussi pour les vendeurs, comme l'explique Daouda, rencontré sur le marché à bétail de Tanguine, à l'arrondissement 4 de Ouaga, cité par le journal. Depuis les provinces, les moutons sont chers parce qu'il y a des étrangers qui viennent du Ghana ou encore du Niger pour en acheter, affirme-t-il. Moi, j'ai 100 moutons que j'ai fait venir des provinces. Il y a des béliers que j'ai achetés à 150 000 CFA. Je les revends entre 135 000 et 175 000 juste pour récupérer mon argent de transport. Mais les clients ne viennent pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Les petits ruminants, je les ai eus à 60 000. Je les revends à 65 000 parfois, mais cela fait 20 jours que je suis ici. Et je n'en ai vendu que 20, soit un mouton par jour. Comme les années passées, le contexte socio-économique était tel que beaucoup ont peiné à trouver le mouton à immoler, pointe également lejelly.com en Guinée. De nombreux chefs de ménage ont sué pour trouver les habits de fête pour les enfants notamment. Par contre, contrairement aux autres fois, la fête de la Tabaski de cette année coïncide avec un contexte de détente politique sans précédent. Remarque encore le site guinéen. En effet, précise-t-il, depuis la rencontre entre le président de la République, Alpha Condé, et le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, le 1er septembre dernier, la tension
et la crispation politique habituelle ont cédé la place à une certaine décompression. L'atmosphère ambiante est empreinte de soulagement, une vague sur laquelle les imams, dans leurs différents sermons, et le président de la République ont surfé pour certainement renforcer cette dynamique. En effet, se réjouit pour sa part Guinée-Conakry Info, le président Alpha Condé vit sur un petit nuage depuis qu'il fume le calumet de la paix avec son principal opposant, Cellou Dalein Diallo. Et hier, il a prié pour que les Guinéens se donnent la main pour que notre pays avance. Tabaski est politique toujours, mais cette fois au Gabon. En attendant le verdict de la Cour constitutionnelle, relate aujourd'hui à Ouaga, au devant de laquelle pend le contentieux électoral qui a mis le feu au pays. Les musulmans ont imploré Allah, le miséricordieux, hier d'apporter la paix aux Gabonais. À la mosquée Hassan II de Libreville, les disciples de Mahomet s'en sont donc remis à Dieu face à la folie crétinisante des hommes pour le pouvoir, afin qu'ils leur fassent prendre conscience que tout cela n'est que gloriole de poussière et qu'in fine, le palais du bord de mer ne vaut pas qu'on tue des Gabonais pour y accéder. Le président Ali Bongo y était, relève encore le pays, mais reste à savoir si lui et Jean Ping s'en remettront aux prières à l'énoncé du verdict de la Cour constitutionnelle attendu dans les prochains jours. Enfin, toujours à l'occasion de la Tabaski hier, cette intervention remarquée de Macky Sall, rapportée notamment par le site d'information Sénéweb. La réponse au terrorisme doit s'éloigner de la stigmatisation des musulmans, a ainsi affirmé le président sénégalais qui a invité les pays occidentaux à éviter d'exacerber le choc des civilisations ou encore le choc des religions. Le président Sall a aussi rappelé, pointe encore Sénéweb, que les premières victimes du terrorisme dans le monde étaient d'abord des musulmans. Merci Frédéric Couteau, c'était la revue de presse des journaux africains, revue de presse que l'on retrouve sur notre site internet sur rfi.fr. Afrique Matin, restez avec nous, le prochain journal c'est dans 4 minutes maintenant et avant cela on fait une petite pause et on se retrouve dans 1 minute. À tout de suite. Priorité santé. Claire Hédon vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui. Comment affronter la déprime de la rentrée ? Pourquoi cette période est-elle difficile ? Demain. En quoi le travail sur les rêves permet-il de mieux se comprendre ? Comment les interpréter ? Appelez-nous au 33 1 84 22 75 75 ou écrivez-nous à priorité.santé@rfi.fr. Priorité santé. Claire Hédon. Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU. RFI. Venez participer à la course Enfants sans cancer le 25 septembre prochain au domaine national de Saint-Cloud. Cet événement permet de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer des enfants. De nombreux chercheurs, médecins, personnalités, ainsi que le parrain de l'association Christophe Dominici seront présents. Vous pourrez ainsi courir 5 km, 10 km ou marcher 5 km, le tout dans une ambiance festive et solidaire. Alors inscrivez-vous vite sur www.enfantsanscancer.fr. Vivez votre passion du sport avec Money. Transfert d'argent. Tunisien champion paralympique au 100 mètres fauteuil catégorie Y34 en 15 secondes 14, 20 centièmes devant l'Australien Reed McCracken après son doublé. À Londres sur 100 et 200, son quadruplé 100, 200, 400, 800 mètres aux mondiaux l'an passé. Tila veut aussi l'or sur 800 à Rio. Je suis très content. La course est très difficile, mais bon, je suis content. Première place. C'était très disputé ? Oui, avec l'Australien, il est très fort. Et enfin, j'ai eu la première place. Ce sont tes deuxièmes Jeux paralympiques, c'est la première médaille d'or ? C'est la première en Rio. J'ai emporté à Londres, j'ai fait 2 médailles d'or. Donc là, tu conserves ton titre sur le 100 mètres ? Oui, j'ai demain le demi-finale 800 et j'espère faire bien. Walid Tila au micro d'Éric Chorin. Du football avec le retour de la Ligue des champions européenne. Parmi les 8 matchs du soir, PSG Arsenal avec Serge Aurier dans le groupe parisien. Coup d'envoi 18h45 TU à suivre en fil rouge sur RFI. Retour sur la rencontre à 21h10 TU en direct dans Radio Foot International. Et le football africain endeuillé par le décès d'un ancien international burkinabé. Comme les Camerounais Marc-Vivien Foé ou Patrick Ekeng, Ben Idrissa Dermé a trouvé la mort sur un terrain de football dimanche. Il a succombé à une crise cardiaque à l'âge de 34 ans. Ben Idrissa Dermé disputait une rencontre de Coupe de France avec l'association de la jeunesse de Biguglia, un club corse. Il avait rejoint l'île française il y a déjà quelques années, après notamment des passages au sein de l'Étoile filante de Ouagadougou et de l'Union sportive de Ouagadougou. Avant de jouer en France, il avait tenté une autre aventure européenne du côté de la Moldavie, au Sheriff Tiraspol, dans la deuxième partie des années 2000.
Mais le grand accomplissement de sa carrière, c'est d'avoir porté le maillot de son pays à 4 reprises. Henri Sourouema, l'entraîneur de l'US Ouagadougou, l'a bien connu. Vraiment, ça a été un choc pour tout le public burkinabé. Présentement, c'est la désolation partout un peu. Et les clubs, vraiment, c'est strict pour nous. Je l'ai vu passer à la SEC de Koudou d'abord. Après, il est parti à Lefo. De là, il est parti en Moldavie au Sheriff FC avant de regagner la France. Un fin dribbleur. Vraiment, qui avait quand même une bonne vision de jeu et vraiment décisif. Vraiment, c'est un enfant que j'appréciais beaucoup. Et chaque fois qu'il revenait en vacances, il n'hésitait pas à passer sur le terrain de l'ISO pour dire un bonjour à ses anciens coéquipiers ou à ses amis. Ça a été un choc pour nous, vraiment. Propos recueillis par Hugo Moissonnier. Merci Alexandre Seban. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.